Salut tout le monde, c'est Capet pour la chaîne de Krill. Il s'est passé un truc de dingue cette semaine. Alors je vais vous faire un petit peu d'histoire, je vais vous expliquer pourquoi il y a deux Ethereum du coup. Pourquoi il y a un Ethereum et un Ethereum classique. En fait, c'est à la suite d'un piratage sur un smart contract qui s'appelait The DAO à l'époque, qui était la première DAO, à ma connaissance la première ICO sur Ethereum, qui avait levé plus de 50 millions de dollars. Il faut savoir que c'est une ICO qui a très mal fini, puisque justement 30%, 31% pour être précis, de tous les Ethereum qui ont été investis sur ce smart contract ont été piratés. Donc ça s'est passé en juin 2016 et ça a été une histoire de fou qui a failli tuer Ethereum tout simplement. Donc l'idée c'était quoi? C'était d'investir des Ethers contre des jetons de gouvernance DAO qui permettaient d'avoir un droit de vote pour pouvoir choisir comment allaient être investis les Ethers dans la DAO. Donc une DAO c'est quoi? C'est une organisation autonome décentralisée. Et en fait, c'est un des premiers smart contracts sur Ethereum. Visiblement, il avait des failles de sécurité et un ou plusieurs hackers se sont servis tout simplement. Donc il y avait 11,5 millions d'Ethers qui étaient investis dans ce smart contract. Et bien dans ces 1,5 millions, il y en a un peu plus de 3,6 millions qui ont été piratés. Donc pour l'époque, encore une fois, on parle de 50 millions de dollars et c'est un truc de fou parce que ça s'est passé en juin 2016 et on ne sait que cette semaine qui est visiblement derrière cette attaque. C'est un hacker autrichien qui s'appelle Toby et qui visiblement en plus a toujours été dans l'écosystème jusqu'à présent. Il ne s'attendait absolument pas à ce que ça revienne sur lui. Donc je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé et comment on est remonté jusqu'à lui. J'ai trouvé cette histoire vraiment intéressante et j'ai envie de vous la partager. J'aimerais qu'on fasse un point juste rapidement sur la pression acheteuse qui a été exercée pendant la levée de fonds de The DAO. Vous pouvez voir que Ethereum a vu son prix quasiment tripler en l'espace de quelques semaines avec cette histoire. En fait, il est passé de 7 $ à 20 $ au top, tellement les gens étaient comme des fous et souhaitaient tous investir dans le projet. C'est pour ça que je vous dis que ça a énormément plu et que c'est une histoire qui est absolument historique. Dès que les gens se sont rendus compte du piratage, ça a été net et précis sur le prix de l'Ethereum. On est passé directement de 20 $ à 10 $ et ça continue de fondre. Ça a même eu un impact sur le prix du Bitcoin. Et après, on peut voir qu'il y a eu ce qu'on appelle un hard fork. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui se sont investis directement dans le projet. C'est le cas de Toby, justement, le présumé hacker de 36 ans autrichien, qui a fait savoir qu'il était très excité à l'idée de voir une DAO et il voulait proposer DAOP, et bien justement un système de paiement au-dessus de la DAO sur Ethereum. Sauf que lors de sa due diligence, donc c'est ce qu'on peut voir juste en dessous, il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de problèmes de sécurité. Et là où c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'il l'a fait savoir en mai 2016 avant le piratage. Donc le mec a dit explicitement sur internet: il y a des problèmes. Apparemment, il aurait même pris contact directement avec les développeurs de la DAO pour remonter les informations. Ils en ont eu visiblement rien à cirer. Et bien qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi. C'est bien entendu totalement illégal et pas vraiment moral, mais en tout cas, c'est pas comme s'il l'avait pas prévenu. On va parler maintenant un petit peu du cas de Toby parce que je le trouve vraiment très intéressant. Toby, encore une fois, c'est un hacker autrichien de 36 ans qui a toujours été dans l'écosystème crypto, donc quelqu'un de très sérieux et très early. Il est d'ailleurs cofondateur de 10x qui était une solution de carte bancaire multi-crypto-monnaie pour payer en crypto-monnaie, donc un ancêtre des cartes Binance, Crypto.com, Wirex, etc. qu'on connaît aujourd'hui. Donc il faut savoir d'ailleurs que son ICO 10x a levé 80 millions de dollars et c'est un projet qui a été avorté puisque à l'époque, les régulateurs avaient fait bloquer toutes les cartes de crypto-monnaie. Bref, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un d'investi dans le secteur des crypto-monnaies qui sait de quoi il parle. Et en fait, je pense qu'il ne s'attendait vraiment pas à se faire retrouver. Donc écoutez bien comment il a essayé de blanchir son pognon. C'est quand même un truc qu'il a bien préparé. Encore une fois, il y a toujours la présomption d'innocence, mais les gens qui ont enquêté sont assez sûrs que c'est lui. Et si vous écoutez l'histoire en détail, sur internet, je vous laisserai le lien du reportage Forbes en description. C'est vraiment ouf. Il avait siphonner des Ethereum. Jusque-là, vous me suivez. Ensuite, ces Ethereum sont devenus des Ethereum classiques à la suite du fork. D'accord? Là, vous me suivez toujours. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu essayer de faire toutes sortes de transactions
pour essayer de brouiller les pistes. Un petit peu comme les réseaux criminels qui vont créer une multitude de comptes offshore et qui vont faire transiter l'argent de compte en compte pour justement complexifier les échanges. Donc il a voulu utiliser la solution Shapeshift, qui est un ancêtre des exchanges décentralisés que vous connaissez aujourd'hui. Donc c'est une solution qui vous permettait d'envoyer une crypto-monnaie en l'échange d'une autre crypto-monnaie et à l'époque sans vérification d'identité. Il a envoyé des Ethereum classiques en échange de Bitcoin pour justement déjà se débarrasser de ces Ethereum classiques et avoir des Bitcoins. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé ces bitcoins avec un wallet qui s'appelle le Wasabi Wallet, qui a une fonction de coin mixing, c'est-à-dire que vos bitcoins vont être mélangés avec des bitcoins d'autres utilisateurs. Donc vous envoyez une transaction et en fait cette transaction va être découpée en plein de petites transactions, mélangées avec celles d'autres utilisateurs, etc. Le but étant de brouiller les pistes. D'ailleurs, si vous connaissez la crypto-monnaie anonyme Monero, c'est un petit peu la même chose, mais directement au niveau du protocole. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est que ces bitcoins, une fois mélangés, il en a une partie qui a été envoyée sur un exchange de crypto-monnaie. On ne sait pas quel exchange, ça n'a pas été dit dans cette affaire. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu ces bitcoins en échange d'une autre crypto-monnaie anonyme qui s'appelle le Green. Donc, pour ceux qui étaient là en 2018, c'est une crypto-monnaie qui exploite le protocole Mimblewimble de mémoire, qui est un protocole soi-disant beaucoup plus anonyme que Bitcoin, donc qui fonctionne un peu comme Bitcoin avec un système de nœuds, etc. Et en fait, c'est là où il s'est fait pincer, Toby. La question légitime que vous devez vous poser, comment, après avoir échangé des Ethereum contre des Bitcoins, qu'il a mixé, qu'il a envoyé un exchange, qu'il a rééchangé contre du Green, comment il s'est fait avoir? Eh ben, il faut tout retracer. Il faut tout retracer. Donc, l'enquête a duré 5 ans, encore une fois. Et dans cette enquête, l'entreprise Chain Analysis a été sollicitée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Chain Analysis, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le retraçage de transactions de crypto-monnaies en partenariat avec les entreprises, les gouvernements, pour retrouver les criminels. Qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise? Elle va avoir des nœuds sur Bitcoin, Ethereum, Green, Lightning Network, le Darknet, etc. Et ils vont constamment espionner les transactions, essayer de trouver quelle adresse appartient à qui, et ensuite avec différents algorithmes, ils vont savoir justement où va l'argent. Donc quand vous vous dites les crypto-monnaies c'est anonyme, on peut pas retracer, vous êtes dans le faux, dans la quasi-totalité des cas, même avec le Monero, puisque le Monero fait de l'obfuscation de transactions, c'est du coin mixing. Aujourd'hui, si vous ne voulez pas d'historique, il faut passer par des crypto-monnaies qui s'appellent le Zero Knowledge, et encore si ça se trouve, un jour on trouvera des solutions. Donc l'anonymat pur et dur en crypto-monnaie n'existe quasiment pas. Et en fait, Toby s'est fait avoir parce que sur cette fameuse crypto-monnaie Green qu'il a acheté sur l'exchange et ensuite qui s'est envoyé sur un wallet et sur son nœud, en fait, son nœud Green porte le nom green.toby.ai. Il a un nœud à son nom. Et il a également un nœud Tenix sur le réseau Green. Donc, les personnes en charge de l'enquête l'ont contacté pour lui demander des comptes, pour lui demander de s'expliquer. Et il a dit, c'est factuellement incorrect, mais il n'a pas dit pourquoi. Donc, visiblement, le Toby, il est baisé. Voilà les potes, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. C'était quand même un peu technique, mais j'ai trouvé vraiment l'histoire super rigolote. Ça nous permet d'apprendre plein de choses sur l'histoire des crypto-monnaies et aussi le pseudo-anonymat autour des crypto-monnaies. Si vous aimez beaucoup ce format, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne de Krill. Tous les samedis, vous aurez une vidéo de vulgarisation autour des crypto-monnaies. On parle de fonds, de marché. On vous parle aussi du produit Krill qui peut vous permettre d'améliorer votre trading de crypto-monnaies avec des solutions qui vous permettent d'automatiser le travail, de passer moins de temps derrière l'ordi. Je vous laisse regarder tout ça. Vous avez le reportage en description, Forbes qui donne un peu plus de détails sur cette enquête. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.